Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le vendredi 14 mars 2025. Bienvenue, chers auditeurs de la RPA, à ce journal dont voici les titres. La volonté de s'enrichir des autorités burundaises pourrait être l'un des motifs qui serait derrière l'envoi des militaires burundais combattre en République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous allez entendre l'analyse d'un ancien officier de l'armée burundaise. Il y a surpopulation carcérale au cachot de la commune d'Isuru en province de Ruyigi. Par conséquent, les détenus vivent dans des mauvaises conditions dans ce cachot. À partir de la semaine prochaine, le vaccin contre le paludisme sera donné aux enfants de 6 à 11 mois. Cela a été annoncé ce jeudi par le secrétaire permanent au ministère de la Santé et de lutte contre le sida. Le but de ce vaccin sera de renforcer la lutte contre cette maladie. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Après une longue période que vient de passer, l'armée burundaise a participé dans la guerre qui se déroule en République démocratique du Congo. Il n'est toujours pas aisé de comprendre le vrai motif derrière son ingérence dans le conflit intercongolais. C'est du moins l'analyse de Gratien Rukindikiza, un ancien officier de l'armée burundaise qui suit de près les questions en rapport avec la sécurité. Gratien Rukindikiza dit que pour lui, l'un des motifs qui pourrait avoir été à l'origine de l'envoi des militaires burundais en République démocratique du Congo est la volonté de s'enrichir des autorités burundaises. Il y a plusieurs motifs. Le premier, c'est une mauvaise lecture de ces événements, de cette guerre. Les dirigeants burundais ont interprété la guerre comme ayant des buts ethniques que autre chose, c'est-à-dire qu'en ayant une lecture disons ethnique et disant que ce sont des Tutsis du M23. Alors, il y a une erreur dans l'appréciation parce que dans le M23, il y a des Hutus et des Tutsis. Et je dois souligner qu'au Congo, dans le Kivu, il y a des Hutus rwandophones, des Tutsis rwandophones, mais qui ne sont pas du tout des Rwandais, qui n'ont jamais été Rwandais avant la conférence de Berlin, qui étaient dans ces terres des Hutus, des Tutsis, qui se sont rebellés. Il faut souligner qu'en fait, on parle des rwandophones au Congo. Quand il s'agit de stigmatiser, ce ne sont pas seulement Tutsis, mais il y a aussi les Hutus congolais. Donc, il y a déjà une mauvaise lecture de l'histoire de ce qui se passe au Congo dans le Kivu. Deuxième chose, c'est qu'éventuellement, ils peuvent se dire, comme le M23 est aidé par le Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda, si le M23 descend vers le sud Kivu, le Rwanda va nous encercler. Déjà, on a la frontière nord et on aura la frontière ouest. Donc, de cette façon, on va bloquer ce M23 que nous interprétons comme étant des Tutsis et aidé par le Rwanda. On va les bloquer de ce côté du nord. Donc, on va les bloquer comme ça, ils vont pas descendre. Donc, il y a déjà les désirants je pense pas que le Rwanda ait vraiment les intentions d'occuper le Congo jusqu'au Kivu Sud. Je pense que le Rwanda s'occupe surtout et est préoccupé par les questions de sécurité à ses frontières, pas au-delà de ses frontières, notamment du côté du Burundi. Troisième raison, le motif, c'est que le président burundais Ndayishimiye a fait un deal, a marché avec le président congolais. Il lui donne $5,000 par militaire par mois et de cette façon, les militaires burundais vont se battre au Congo. En fait, comme des mercenaires. Lui, il empoche l'argent. En fait, il a joué à la bourse, je dirais. Il a joué au loto. Il envoie les militaires burundais. Il gagne de l'argent. Les militaires meurent. Il s'en fout. Ce ne sont pas ses enfants. Mais il gagne de l'argent. Donc, je dirais plus que c'est la troisième raison. Le troisième motif, l'histoire d'argent qui a beaucoup poussé le président Ndayishimiye à y aller. Gratien Rukindikiza indique également que le maintien des troupes burundaises en République démocratique du Congo fait par les autorités burundaises est une erreur de sa part, laquelle erreur pourrait engendrer des conséquences sur la sécurisation du pays. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures.
En page politique, les partis politiques devraient savoir que la demande des contributions à leurs membres ou à leurs sympathisants ne devrait pas être contraignante. Réaction du président du parti Codebou après que dans différentes provinces du pays, les habitants se lamentent des contributions incessantes exigées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Kefane Wizi demande aussi au ministère de l'Intérieur du pays de suivre de près les activités des partis politiques pour que cela se fasse dans le respect des droits de chaque citoyen. Suivez Kefane Wizi, le président du parti Codebou. Dans ces jours-ci, où on approche des élections 2025, il est normal que les partis politiques organisent des activités et demandent des contributions auprès des militants ou d'autres sympathisants qui ne sont pas nécessairement les militants. Mais malheureusement, nous entendons ici et là qu'il y a certains partis politiques dans la recherche de contributions, notamment à l'endroit de ceux qui ne sont pas les membres, utilisent de l'intimidation et du harcèlement, à tel point que certaines personnes éprouvent un peu de peur pour ne pas avoir donné les contributions ou se lamentent du fait qu'ils ont été forcés de donner les contributions. En tout cela, on demanderait à tout parti politique effectivement de continuer à travailler dans le respect de la loi et dans le respect des droits et de toute personne, parce que même si on est membre, la contribution reste toujours volontaire. Et si on n'est pas membre d'un parti politique, on peut donner sa contribution ou ne pas la donner. On ne devrait pas subir aucune pression pour donner une contribution contre son gré. On demanderait également au ministre ayant l'intérêt de ces attributions de veiller à ce que les activités des partis politiques se fassent dans le respect de la loi, dans le respect des libertés, des droits de tout un chacun, afin qu'il n'y ait pas des abus et qui pousseraient telle ou telle autre formation politique à user de violence, de harcèlement pour collecter les contributions pour organiser ces activités. C'était Kefane Wizi, le président du parti Codebou. Et en page gouvernance, les ministères du commerce et de l'agriculture devront répondre des centaines de milliards de francs alloués à la NAGESA par l'État burundais, vu la conservation et la commercialisation du maïs qui relèvent de leurs attributions. C'est en substance les recommandations émises par certains députés lors de la récente séance des questions orales, avec comme invité les deux ministres cités. De son côté, la ministre du Commerce a demandé aux parlementaires de ne pas s'en faire car le gouvernement ne pourra jamais faire faillite. Une réponse qui fait penser qu'il y a anguille sous roche quant à la raison même derrière la création de la NAGESA. Josiane Moudaneza nous fait le point. En résumé, la commission parlementaire chargée des questions agricoles a constaté qu'une grande partie de la récolte est conservée dans de très mauvaises conditions, ce qui a causé leur détérioration. Malgré ce constat, les deux ministères concernés n'ont jusqu'à présent rien fait pour y remédier. À entendre les explications fournies par la ministre Marie-Chantal Nidjumbere, en charge du commerce et de l'industrie, même la NAGESA ne connaît pas la quantité de récoltes endommagées, encore moins celle en bon état. Comme vous nous l'avez recommandé, il est grand temps qu'on s'assoie ensemble et qu'on inventorie avec la NAGESA, à qui a été confiée cette mission, la quantité détériorée afin que, lors de la vente, on commence par cette catégorie. Deuxièmement, nous allons aussi détecter la quantité très endommagée qui ne peut plus être consommée par l'homme et voir comment transformer cette récolte de façon qu'elle sert à nourrir le bétail. Quant à la quantité encore en bon état, il faut penser à réemballer ça pour une meilleure conservation. Cette réponse a beaucoup énervé les parlementaires, à l'instar du député Cassien. Pour lui, la ministre n'a fait qu'endormir ses représentants du peuple, passant sciemment sous silence le vrai problème à l'origine de tout ce dysfonctionnement. Comment se fait-il que des ministres et leurs équipes ne sachent pas quand semer, quand récolter et quand procéder à la vente de la production collectée? Même un écolier de la 6e année primaire peut faire ça. Quand les gens reproduisent les mêmes erreurs, cela peut avoir 4 explications. Premièrement, cela peut signifier qu'on leur a confié un travail impossible à réaliser. Deuxièmement, cela peut vouloir dire qu'ils font exprès de ne pas s'exécuter.
pour diverses raisons. Troisièmement, cela peut être dû au fait qu'il y a un gros poisson qui leur met des bâtons dans les roues. Et quatrièmement, cela peut vouloir tout simplement dire que les ministres se moquent de nous et nous cachent la vérité. Donc, en tant que parlementaires qui devraient les aider à trouver une solution, on se retrouve bloqué. Si un patient va consulter un docteur et lui dit avoir un mal de tête alors qu'il a les orteils cassés, comment va-t-il guérir puisque le médecin ne va lui prescrire qu'un simple antalgique? Comme pour donner raison à ce député, la ministre Marie-Chantal a déclaré que le gouvernement ne peut pas faire faillite juste à cause de cette récolte endommagée. Quand le gouvernement collecte le maïs via la NAGESA, nous ne nous attendons pas à des bénéfices directs en argent. Si vous analysez bien les milliards de fonds dépensés pour cette fin, vous allez vous rendre compte que cela a profité directement à la population. Cela pourrait générer des taxes et impôts qui vont entrer dans les caisses de l'État, mais on n'a pas encore mené des études à propos. Comme vous l'avez proposé, il faut qu'il y ait une évaluation approfondie, mais je peux vous dire que cet argent est déjà dans le circuit économique. Révolté, le député Cassien a demandé à ce que des sanctions soient désormais prises à l'endroit de toute autorité qui ne s'acquittera pas de sa tâche, et ce, pour couper court avec les gens qui se permettent de jouer avec les biens publics. On ne peut pas continuer d'assister les gens qui font sombrer l'économie du pays sans réagir. On doit trouver un moyen de les amener à répondre de cela, parce qu'on ne peut pas cautionner que nos biens soient continuellement dilapidés sans bouger le petit doigt alors que les responsables sont connus de tous. Ce qui est grave, c'est que ces responsables ne s'en soucient le moins du monde. Au lieu de se contenter de les renvoyer, on doit plutôt les forcer à assumer leurs responsabilités et rembourser. Comme ça, même ceux qui vont les remplacer sauront qu'on ne badine pas avec l'argent du peuple. Merci Josiane Mozaneza. Après une courte pause, nous continuons ce journal avec la page Droits de l'homme. Parlons à présent droits de l'homme. L'abbé Pasteur Minani, directeur de l'hôpital de Kiremba situé en province de Ngodi, a été arrêté par des agents du service national des renseignements qui l'ont appréhendé durant l'après-midi de ce jeudi au moment où il se trouvait à son service. Certains fonctionnaires de l'hôpital craignent pour sa sécurité car ne connaissant pas jusqu'à présent où il aurait été acheminé après son arrestation. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone le responsable de la documentation en province d'Ongodi, Haimera Godefroy, pour lui demander où serait détenu l'abbé Pasteur Minani. Vous saurez que cette arrestation est survenue après que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ait suspendu depuis le 7 mars courant le contrat qu'il avait avec l'hôpital de Kiremba concernant la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes à l'hôpital de Kiremba. Toujours en parlant droits de l'homme, surpopulation carcérale au cachot de la commune d'Issourou en province de Ruyigi sont nos informations. Des suites de cette situation, des détenus vivent dans des mauvaises conditions dans ce lieu. Des risques de propagation des maladies liées au manque d'hygiène sont légion, martèlent nos sources. Les détails avec David Claude Mbananayo. D'après nos sources au cachot de la commune d'Ogisuru, le nombre de détenus dans ce lieu dépasse largement la capacité prévue. Selon ces mêmes sources, le cachot contient actuellement le triple du nombre de prisonniers qu'il devrait accueillir. Vu la capacité de ce cachot de la commune d'Ogisuru, il devrait y avoir 7 personnes seulement. Mais actuellement, il y a plus de 25 détenus. Imaginez 25 personnes dans ce lieu. Les conditions de vie de ces prisonniers sont extrêmement difficiles en raison de cette surpopulation. Comme le précisent nos sources, ces derniers craignent de contracter des maladies liées au manque d'hygiène car l'approvisionnement en eau n'est pas aisé. Il n'est pas facile d'avoir de l'eau en même temps. Même chose pour le cas des lieux d'aisance. Ils font des tours pour s'asseoir. Ils sont également exposés aux maladies liées au manque d'hygiène.
Ces prisonniers demandent aux instances judiciaires d'accélérer le traitement de leurs dossiers afin d'éviter une longue détention dans ce lieu, ce qui faciliterait le désengorgement du cachot. Les causes de cette surpopulation carcérale sont attribuées au retard observé dans les procédures judiciaires et au manque de véhicules pour assurer le transfert des détenus vers la prison centrale de Ruyigi, surtout le contexte actuel de pénurie de carburant dans le pays. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre le commissaire de Sokacho afin qu'il s'exprime sur cette situation. Merci David Claude Mbananayo. Dans nos séries d'informations qui reviennent sur la résilience des femmes burundaises au cours de ce mois dédié aux droits de la femme, aujourd'hui nous allons vous parler de la vie de Josiane Mudaneza, journaliste de la RPA, qui est aussi mère de 3 enfants. Elle commence à nous raconter ses débuts dans le métier de journaliste. Ça fait 15 ans que je suis journaliste et c'est un métier qui m'a toujours passionné depuis mon enfance. Je me rappelle que quand les professeurs me demandaient ce que j'envisageais comme carrière après mes études, je répondais toujours que je rêvais de devenir journaliste. C'est un métier que j'ai toujours trouvé intéressant, du moins de par ce que je voyais à la télévision, parce qu'à l'époque j'étais pas très porté sur la radio. Bref, Dieu a par après exaucé mes prières et j'ai embrassé cette carrière journalistique à la RPA, aussitôt mes études universitaires terminées. Tout ce que je peux vous dire, c'est que contrairement à ce que pensent la plupart des gens, c'est un métier très difficile et qui demande beaucoup de courage, aussi de sacrifice et de détermination. En fait, c'est une école de la vie, car on côtoie toute catégorie de personnes et en tant que femme, je dirais que le niveau du stress est très élevé par rapport aux hommes, car on doit parallèlement s'occuper de son foyer, et là je veux dire le mari et les enfants. Donc pour vous illustrer cela, je peux vous donner quelques exemples. Quand on était encore au pays, on devrait parfois se lever très tôt pour l'ouverture de l'antenne. Et là, je quittais la maison à 3 heures du matin pour rentrer à 9 heures. Et là, mes enfants étaient déjà partis à l'école. Il fallait que je retourne au travail à 14 ou 15 heures jusqu'à 20 heures. Donc, cela veut dire que je manquais facilement mes enfants au moins 3 jours sur 7. Il arrivait aussi que je sois réveillé à 2 heures du matin pour aller couvrir un événement qui se déroule à l'intérieur du pays, que ce soit des gens qui se sont entretués ou des victimes d'un quelconque éboulement, etc. Donc vous comprenez que en tant qu'épouse et mère au foyer, ce n'était pas du tout facile, mais comme c'était une passion, j'ai tenu bon et j'ai quand même pu jongler avec les 2 fonctions, c'est-à-dire être mère au foyer et être journaliste. Et là, j'aimerais dire chapeau à nos maris qui nous ont épaulés et encouragés, même si ce n'était pas si évident que ça. Néanmoins, même si exercer ce métier en exil est tellement difficile, la journaliste Josiane Mudaneza indique ne va pas lâcher ni se décourager du fait que pour elle, l'exercice du métier de journaliste est un devoir citoyen pour son pays. Encore une fois, Josiane Mudaneza. Le journalisme en situation d'exil, je peux dire que c'est un autre défi supplémentaire auquel j'ai dû faire face, parce que là, il était question de s'adapter à ce nouveau milieu tout en continuant à travailler comme journaliste et mère au foyer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que malgré les difficultés et les embûches semées ici et là, je suis quand même debout et fier de ce que je fais, car je sais que même étant loin de mon pays, je sais que je continue quelque part à contribuer pour le salut de mon pays. Vous savez, même si les gens aiment dire que le journalisme est un métier ingrat, je peux vous certifier que c'est un des métiers les plus nobles qui soit. Et là, je m'explique. Vous savez qu'aujourd'hui, on travaille à distance, notamment à l'aide des réseaux sociaux, quand on ne peut plus nous rendre sur terrain. Et quand je reçois un appel de quelqu'un qui est de Changuzo ou un message d'un citoyen de Chibitoke, Makamba ou Banza, qui me témoigne de la gratitude pour les avoir aidés dans tel ou tel autre cas, que ce soit les gens qu'on sauve d'une mort certaine ou ceux qu'on aide à recouvrer leurs biens spoliés, sans même les connaître,
il n'y a pas plus grande récompense que ça. Et c'est ça qui me fait avancer et qui me fortifie malgré les épreuves. Donc alors, j'aimerais lancer un appel aux femmes et surtout aux jeunes filles pour qu'elles embrassent massivement cette carrière journalistique, car je trouve qu'il n'y a rien de gratifiant que d'être la voix des sans-voix et de se battre pour les droits humains. C'était Josiane Mouzaneza, journaliste de la RPA. Clôturons ce journal avec la page santé. Le vaccin contre le paludisme sera donné aux enfants de 6 à 11 mois à partir de la semaine prochaine. Annonce faite ce jeudi par le secrétaire permanent au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida lors de la réunion de sensibilisation à l'endroit des administratifs et des confessions religieuses. Dr Olivier Nijimbere fait savoir que ce vaccin antipaludique est intégré dans le calendrier vaccinal de routine et renforcera les autres activités de lutte contre cette maladie. Comme prévu, les enfants qui ont 6 mois jusqu'à 11 mois vont recevoir la première dose dans la vaccination de routine. 1 mois après, ils vont recevoir la deuxième dose. 2 mois après, ils vont recevoir la 3e dose. Et la 4e dose sera donnée 6 mois après la 3e dose. Pour les enfants qui ne sont pas concernés par la vaccination, les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas concernés, ils n'ont pas été oubliés. Parce que ce vaccin intervient pour compléter les autres interventions qui sont organisées dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Là, je fais référence à certains districts sanitaires qui donnent déjà les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans la routine. Et nous comptons également organiser une campagne de distribution de masques de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, dans un premier temps dans 2 districts, de Kirundo et Busoni. Mais quelques mois après, ce sera une campagne de distribution de masques dans tout le pays. C'était le docteur Olivier Nijimbere. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce vendredi 14 mars 2025. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci également à tous mes collègues. Bon début de week-end à tous.